Beaucoup, il est un petit peu plus de 17 heures. Que la personne qui est blessée, je vais finir ma phrase, que la personne qui est blessée est une personne qui avait agressé l'un de nos journalistes la semaine dernière. Parce que comme vous le savez maintenant, on doit travailler avec des agents de sécurité. Et ils ont reconnu cette personne. Cette personne a agressé l'un de nos journalistes de CNews la semaine dernière. Donc voilà, c'est cette personne-là qui est blessée à l'heure actuelle. Merci pour ces précisions. Situation bien fragile, on l'a bien compris, alors qu'il est il est un petit peu plus de 17 heures, sur l'antenne de CNews. Merci à vous si vous nous rejoignez. Cette mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit donc pour le 11e samedi consécutif. De nombreux rassemblements dans plusieurs grandes villes de France, notamment à Paris. Vous le voyez, ces images depuis quelques heures, donc dans les cortèges parisiens et principalement sur la place de la Bastille, alors que le début de journée avait été plutôt calme, même très calme. Les heures qui ont débuté donc dans le 11e arrondissement de la capitale. On est en plateau avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Merci d'être présente, tout comme Jean-Didier Berger, maire de Clamart, porte-parole de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse. Merci d'être là également pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Bonjour. Et Georges Fenech, évidemment, qui est là, notre consultant CNews, ancien magistrat. Je vais me tourner vers vous dans un premier temps. Sandra, on voit que ça s'est tendu donc depuis de longues minutes maintenant sur la place de la Bastille, malgré la tentative de dispersion des forces de l'ordre. On entend également que dans des villes comme Marseille, à Évreux également un petit peu plus tôt, il y a eu des problèmes avec les forces de l'ordre et certains manifestants. Faisons un point sur les chiffres que vous avez à l'heure où on se parle, sur la mobilisation ainsi que sur les interpellations. Où en est le mouvement aujourd'hui à 17h03 ? Alors sur la mobilisation, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, puisque nous n'avons que ces chiffres à vous donner, 22 000 personnes étaient rassemblées au niveau national à 14h aujourd'hui et 2 500 personnes à Paris. La semaine dernière, c'était 27 000 au niveau national selon le ministère de l'Intérieur et 7 000 à Paris, donc légère diminution de mobilisation, des manifestations qui se sont déroulées dans le calme sur la région parisienne, vous l'avez vu, jusqu'à la fin de cortège qui est arrivé ici, place de la Bastille. Donc c'est toujours, on le rappelle, un moment assez difficile, la dispersion de la manifestation, le moment où effectivement tous ceux qui arrivent là doivent quitter les lieux. C'est à ce moment-là qu'ont eu lieu les altercations avec les forces de l'ordre. Ça a commencé vers 16h et très rapidement les forces de l'ordre sont intervenues. On a vu les canons à eau se mettre en marche et puis des effectifs d'EDAR, les policiers qui sont chargés d'interpeller les individus violents ou qui commettraient des infractions, chargés de les interpeller. Selon nos informations, les personnes qui ont joué les troubles faits en fin de manifestation là, place de la Bastille, c'était pour majorité des manifestants, des militants d'extrême gauche, des antifas et puis... À ne pas confondre avec les Black Blocs. Alors les Black Blocs, en fait, les Black Blocs, c'est pas le nom d'un groupe, c'est un mode d'action, c'est-à-dire de se grimer au dernier moment, d'arriver avec différents ustensiles qui servent d'armes par destination et puis de prendre la tête du cortège et ensuite de commettre des infractions et de disparaître quasi aussitôt. Donc là, ils n'étaient pas sous cette forme d'action, mais effectivement, c'était des militants d'extrême gauche et aussi, il faut le noter, des gilets jaunes qui étaient particulièrement virulents en fin de manifestation. Donc, ce qu'on nous indique du côté des autorités, c'est que ce n'est pas une situation hors de contrôle. C'est une fin de manifestation un peu chahutée, un peu agitée, mais rien de comparable avec, vous le rappelez, les scènes du 1er ou du 8 décembre dernier. Et puis un point, juste pour revenir, vous parliez d'Évreux. Effectivement, ça s'est passé en début d'après-midi, vers midi et demi. En fait, environ 500 personnes se sont regroupées près du commissariat. Ils ont mis le feu à des poubelles, ils ont effectué des tirs de mortier. Ensuite, ils ont voulu entrer dans les locaux de la police municipale avant d'être dispersés par les forces de l'ordre et puis ensuite on nous c'est pas anodin, des tirs de mortier non, alors ça c'était près du commissariat effectivement plus tôt et ensuite près de la mairie plusieurs véhicules de particuliers ont été incendiés ainsi que du mobilier urbain et 2 personnes ont été interpellées selon nos informations. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Sandra nous le disait il y a un instant, la situation elle semble plutôt maîtrisée, elle échappe moins que lors de samedi précédent aux forces de l'ordre. Pourtant les images elles sont toujours spectaculaires, impressionnantes. On voit cette dispersion qui a du mal tout de même à se faire sur la place de la Bastille. On voit ces fumées qu'on peut imaginer être du gaz lacrymogène ou de la fumée pour disperser en tout cas les manifestants. Comment s'organisent les forces de l'ordre précisément sur la place de la Bastille ?
Bastille. Alors effectivement, à la fin d'une manifestation, c'est toujours le moment le plus compliqué en termes de maintien de l'ordre, quand tout le monde part un peu dans tous les sens, de contenir les manifestants et surtout les plus virulents. Ceci étant, les forces de sécurité, et notamment mes collègues de CRS et de gendarmes mobiles, sont aguerris au maintien de l'ordre. C'est leur travail du quotidien. Ils sont formés toute l'année, ils ont des entraînements et donc ils n'ont pas été surpris ou débordés. Il faut savoir que, et c'est pour cette raison notamment que ça s'est plutôt bien placé ce samedi, c'est que quand on a des manifestations de manière globale qui sont déclarées avant, préparées avec les services de police, puisque ça se prépare avec les autorités, eh bien les compagnies de républicaines de sécurité et gendarmes mobiles sont mis en place plusieurs heures avant, tout au long du cortège, puisqu'on sait de où ils partent, où ils vont, et donc tout au long du défilé qui a été prédéfini, eh bien on installe des compagnies républicaines de sécurité, et puis ils interviennent au contact des personnes si vraiment il y a un problème de trouble à l'ordre public. Mais sinon, en général, ils restent en retrait de la manifestation. C'est aussi ce qui s'est passé il y a 15 jours. On a vu qu'effectivement, quand le cortège était arrivé à Étoile, il s'était passé effectivement un certain temps avant que la dispersion soit bel et bien terminée. Parce que, en fait, c'est ce qu'expliquait notre reporter sur place, c'est que effectivement, les forces de l'ordre encerclent la place à la fin de la manifestation et ensuite laissent effectivement des voies de sortie pour ceux qui voudraient sortir sans enfants. Mais malgré tout, les dégradations, on le voit, elles sont inévitables. Parce qu'il y a cette latence entre le moment où la manifestation atteint la fin de son cortège et le moment où elle est véritablement dispersée. Et on voit que dans ce temps de latence, eh bien, ces casseurs, ces manifestants qui sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre en profitent pour casser, on l'a vu, du mobilier urbain. Sur la place de la Bastille, il y a un grand chantier également, ce qui est propice au ramassage d'objets qui pourraient être dangereux. C'est compliqué de maîtriser cette latence, ce temps entre la fin de la manifestation et la dispersion terminée. C'est d'autant plus compliqué qu'on savait, pour l'avoir vu sur pas mal de réseaux sociaux, qu'une fois de plus, l'ultra-gauche avait averti qu'il viendrait sous forme de groupe dans le cadre des Black Blocs pour en découdre avec les forces de sécurité. Mais je voudrais rappeler également que ce temps de latence... Et c'est impossible d'anticiper la venue de ces groupuscules. En tout cas, de les empêcher. C'est toujours compliqué de pouvoir contenir ce genre d'individus parce qu'ils viennent non grimés, donc ils viennent comme des personnes lambda. Donc, et on pourrait reparler de cette loi anti-casseurs, justement, qui permettrait en amont de mieux travailler pour les forces. On peut l'imaginer. Oui. Oui, on y est favorable, bien évidemment, puisque les policiers qui peuvent contrôler en amont l'identité de personnes et vérifier qu'elles ont été fichées dans ce nouvel outil nous permet de les exfiltrer avant même qu'ils puissent passer à l'action. Et donc, on aurait, le risque zéro n'existant pas, on aurait en tous les cas beaucoup moins de dégâts. Mais pour revenir à ce qui se passe à Bastille, c'est pas tant le temps de latence, si vous voulez, qui dit que c'est difficile de contenir et que pendant ce temps-là, on peut ramasser des pavés. Je rappelle que le maintien de l'ordre à la française, c'est d'éviter au maximum tout dommage collatéraux humains. Et que malheureusement, il vaut mieux qu'il y ait des dommages matériels plutôt que des dommages humains. Bien évidemment. Jean-Didier Berger, maire de Clamart, je le rappelle, porte-parole de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse. Votre lecture des événements de ce 11e samedi consécutif de mobilisation, 10 jours après le lancement du grand débat, il y a toujours des milliers de personnes en France. Sandra Buisson le disait, on est à 22 000 personnes pour le moment selon le ministère de l'Intérieur partout en France. C'est le 11e épisode d'une triste série, d'une série noire de série B comme on dit, et moi je trouve que ce spectacle est lamentable et j'ai une pensée d'abord pour les forces de l'ordre qui sont à leur 11e épisode et il faut imaginer le niveau d'épuisement qui peut être le leur et donc moi je tiens à les saluer. Et puis deuxièmement, l'image de la France à l'étranger qui est particulièrement touchée. Le monde nous regarde depuis... Alors on peut imaginer que les gens qui sont dans la rue, l'image de la France à l'étranger, ils s'en moquent bien. Oui, mais pourtant, ils ont des revendications qui touchent notamment au pouvoir d'achat. Et donc, on voit bien que ça n'est pas en effrayant les investisseurs et en empêchant les petits commerçants de travailler qu'on peut relancer l'économie du pays. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un moment donné où il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on manifeste ?
On manifeste parce que on n'est pas entendu au départ. Bon, là, je pense que personne ne peut dire que les médias n'ont pas largement donné la parole aux préoccupations des Gilets jaunes. On peut manifester parce qu'il n'y a pas une offre politique satisfaisante sur l'échiquier politique. Là, ils ont l'opportunité de faire des listes, notamment pour les élections européennes. Ou est-ce qu'au finalement, maintenant, on manifeste pour renverser l'ordre établi, pour renverser la République? Et moi, je crois que la faute du gouvernement, c'est de ne pas empêcher maintenant ces débordements. C'est pas comme si on était au premier ou deuxième épisode. On est largement averti. Il y a cette proposition de loi Casseur qui est sur la table. Très bien, allons jusqu'au bout de la démarche. C'est une proposition d'ailleurs que notre famille politique avait mise en place. Et maintenant, il faut passer aux actes. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de maintien de l'ordre à la française, mais il y a aussi la question du renseignement. Ce sont toujours les mêmes qui viennent casser. Votre journaliste l'a dit. Finalement, celui qui était en train d'être secouru, il a reconnu quelqu'un qui avait agressé un journaliste la semaine précédente. Donc, c'est toujours les mêmes. Maintenant, il faut peut-être, puisqu'on est place de la Bastille, embastiller un certain nombre d'entre eux. Et on voit qu'on distingue à peine sur les images. Je me permets de revenir en direct parce que là, on distingue à peine à plus de 10 mètres avec cet épais brouillard qui est, on l'imagine, causé par les gaz lacrymogènes. C'est vrai que ce sont des images qui sont déplorables, Georges Fenech. Non mais, très honnêtement, vous ne pouvez pas employer ce terme. Vous ne pouvez pas dire embastiller les manifestants, les places de la Bastille. Non, attention à ce que je n'ai pas dit les manifestants, les casseurs. Embastiller, vous avez dit embastiller. Mais bien sûr. Mais attendez, embastiller, vous savez ce que ça veut dire. C'est les lettres de cachet. Vous voyez, attention. Oui, la loi anti-casseurs, moi je veux bien, mais bon. Vous savez bien qu'on n'est pas dans ce cas-là. La réponse, et vous le savez, vous partagez, un avis qui est partagé très largement, elle n'est pas sécuritaire dans cette affaire. Et notre représentant de syndicat police ici présent a le même avis que nous. La police n'en peut plus. J'ai compté, il reste encore 7 samedis, donc 7 actes potentiels jusqu'au 15 mars. Comment peut-on laisser se dérouler aujourd'hui, chaque samedi, des manifestations? Et je dis que c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un seul mort dans l'action, dans la manifestation. Les morts qu'on a déplorés, c'était en marge des manifestations. C'est vraiment un miracle. Donc, parmi les réponses que vous avez apportées tout à l'heure, vous dites, les offres, maintenant, ils peuvent se présenter aux Européennes. Est-ce que vous croyez que c'est une réponse, cela, le fait qu'un gilet jaune se présente aux Européennes? Qu'est-ce qu'il ira faire d'ailleurs à Bruxelles? Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, a priori, ils sont justement contre cette liste aux Européennes. Je vais vous dire franchement, on verra ce que l'histoire nous dira. Je ne suis pas du tout certain que cette velléité aille jusqu'à son terme. Mais enfin bon, mais la réponse est là, peut-être ce qui manquait. Vous voulez dire, Georges Fenech, pardon? Je ne fais pas de polémique. Quelle velléité, pardonnez-moi? La velléité de vouloir se présenter aux Européennes? Oui. Que ça n'ira pas jusqu'au bout, selon vous? Je pense que ça n'ira pas jusqu'au bout. Pourquoi pas? Mais parce que c'est pas la réponse. Bruxelles n'est pas la réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et ça n'est pas en intégrant Bruxelles qu'on va régler le problème des gilets jaunes. Mais les Européennes, parce que c'est la première échéance électorale. Soit ils souhaitent rentrer dans le système politique. C'est une crise sociale. Est-ce qu'il faut rajouter un parti politique à nouveau? Est-ce qu'il faut rentrer dans un système institutionnel? Je ne crois pas. Ils ont le droit. Encore une fois, respectons le droit démocratique. Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais parmi les réponses que vous avez apportées tout à l'heure, il en manque une. C'est la réponse de l'exécutif aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore attendre comme ça des semaines et des semaines le résultat de cette grande consultation nationale, de la synthèse? Non, il faut apporter des réponses le plus rapidement possible. Ça, c'est entre les mains de l'exécutif. Georges Fenech, on poursuit la conversation dans un instant, mais on part pour la place de la Bastille de nouveau, retrouver notre reporter sur place. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle? Yes. Écoutez, place de la Bastille, les choses se sont un petit peu calmées depuis maintenant une quinzaine de minutes. La nuit commence à tomber, commence aussi à pleuvoir et beaucoup de manifestants ont préféré quitter les lieux. Comme on vous le disait, dès qu'il y a eu les premiers échauffourées, les premiers tirs de gaz lacrymogène, on a vu malheureusement beaucoup de manifestants blessés, certains avec le visage en sang. Aussi le porte-parole des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a lui-même été blessé au visage.
visage par un tir non identifié. On ne sait pas s'il s'agit d'un flashball ou d'un projectile lancé par un manifestant. En tout cas, il a été évacué de cette place de la Bastille dans une ambulance et emmené à l'hôpital le plus proche de cette place de la Bastille. Il reste encore quand même beaucoup de forces de l'ordre. Derrière nous, il y a la gendarmerie et la police nationale. Il y a aussi encore les hommes de la BAC qui sont dans la rue de la Roquette pour ne pas être trop visibles. Les street medics, eux, se sont rassemblés. En fait, il reste une poche de manifestants ici, place de la Bastille. Ils sont environ une centaine et ils ne veulent pas quitter cette place de la Bastille, disant qu'elle leur appartient. La Bastille, bien sûr, c'est tout un symbole pour eux. Mais la plupart des manifestants, eux, ont d'ores et déjà pris la route, la direction de la place de la République où se tient cette nuit jaune. On vous le disait, certains se posaient la question d'y aller ou pas, en se demandant si les casseurs de la place de la Bastille allaient rejoindre la place de la République. Pour l'heure, ceux qui étaient sur les marches de l'Opéra Bastille restent là et déploient des banderoles avec notamment marqué dessus RIC ou justice sociale. Mais on vous le disait, la nuit tombe, les esprits se sont un petit peu calmés depuis les 15-20 minutes maintenant. Ça fait 20 minutes qu'on n'a pas vu de tir de gaz lacrymogène, en espérant bien sûr que cela se poursuive, que cela dure. Mais maintenant, le gros des manifestants, je vous le disais, s'est dirigé donc vers la place de la République pour cette nuit jaune. Merci beaucoup. Alors qu'on apprend désormais que le chiffre des interpellations, je parle sous le contrôle de Sandra Buisson, est passé à 42 interpellations. Avant d'aller voir justement ce qui se prépare place de la République et cette mobilisation nuit jaune dont on va reparler évidemment, qui était programmée donc à partir de 17h jusqu'à 22h au moins sur la place de la République, on va aller de l'autre côté de la place de la Bastille, rejoindre notre autre envoyé spécial. Est-ce que vous confirmez ce que l'on vient d'entendre, cette accalmie, apaisement et dispersion sur la place de la Bastille ? Est-ce qu'on a notre envoyé spécial? Un petit problème technique. On va poursuivre justement la conversation. Georges Fenech qui disait il y a un instant que les gens qui sont dans la rue depuis 11 semaines consécutives, ils attendent des réponses concrètes, c'est vrai, mais quel genre de réponse rapide peut apporter l'exécutif? C'est ça aussi qu'on se demande, parce que des mesures, on peut imaginer que le président de la République, son gouvernement veulent en apporter, Georges Fenech, mais il y a forcément un temps avant que le concret se présente. C'est pas à nous, sur ce plateau, à dire ce que doit faire le président de la République et le gouvernement. Ils sont élus, ils ont une légitimité, ils sont en responsabilité, ils doivent répondre à des crises qui sont actuelles aujourd'hui, qui sont en plus légitimes. Le président de la République l'a dit. Il a dit cette cause, cette crise des Gilets jaunes, elle est légitime. D'ailleurs, on a rectifié déjà le tir, souvenez-vous, puisqu'on a supprimé l'augmentation de la CSG. On est en train de discuter sur la question des 80 km/h, ça n'est plus tabou. On nous dit que l'ISF, ça n'est plus tabou. On voit bien qu'il y a quand même un recentrage un peu. Mais la réponse, elle ne peut venir que du président de la République. Mais il faut une réponse. On ne peut pas laisser s'installer comme ça dans la longue durée. Ça fait déjà. On a un petit peu l'impression aussi que quelles que soient les réponses, les gens seront toujours dans leur rue, qu'il y aura toujours des... Non, mais il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas de réponse. Il y a le grand débat national. Oui, non, mais le débat, c'est pas une réponse. Emmanuel Macron qui est allé à la rencontre des citoyens. Le débat national, Édouard Philippe hier également. C'est toujours de la discussion, des paroles. Certes, c'est bien de débattre. Mais ce qu'attendent ces gens-là, ce sont des actes aujourd'hui. C'est pour ça que Jean-Didier Berger. Il n'y a pas que les gilets jaunes dans la vie, quoi. C'est-à-dire, on est en train d'assister Ils sont soutenus par une majorité à un française. dialogue. Non, la majorité de Français, elle était d'accord pour dire il y a des gens qui râlent, et nous aussi, finalement, on a envie de râler parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne nous plaisent pas. Par contre, mais il y a maintenant beaucoup de Français qui se disent il est hors de question qu'on se laisse confisquer la vie politique dans notre pays entre des gilets jaunes qui, on le voit dans les sondages, représentent 10, 12, 13%. Il y a toujours une très grande partie de l'opinion en faveur des Gilets jaunes, plus de 60% d'opinion favorable. Les deux qui assistent à ce ping-pong n'ont pas envie de se laisser confisquer la décision politique dans notre pays. Donc on est en train de fracturer la France en deux entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui seront dans la rue d'ailleurs demain dimanche, à l'image des foulards rouges. Tout le monde n'est pas enclin à faire de la vie politique un endroit où il faut se costumer pour exister politiquement, soit d'enfiler un gilet jaune, soit de mettre un foulard rouge. Il y a aussi des gens qui sont attachés aux idées dans notre pays et qui ont des convictions politiques et qui ont des idées claires. Parce que les gilets jaunes, jusqu'à preuve du contraire, il va falloir aussi qu'ils se structurent, qu'ils donnent des idées politiques sur lesquelles ils sont tous d'accord, qui mettent des noms
pour incarner cette parole politique. Et jusqu'à présent, on voit que ceux qui prennent des initiatives à l'intérieur de leur camp sont traités de traîtres à la patrie en disant... Moi, j'ai vu des images l'autre jour d'un débat où une gilet jaune disait à une autre, mais de toute façon, toi, tu n'es plus une vraie gilet jaune parce que tu as décidé de t'engager davantage dans le système électoral. Mais qui sont ces gens pour dire qui est le vrai gilet jaune, qui est le faux gilet jaune? C'est pas un programme politique. C'est pas un parti politique. C'est une crise sociale. Ne confondons pas tout. Et la réponse à une crise sociale, elle ne peut pas se faire, je dirais, comme ça à la cantonade dans un gymnase, sur un rond-point, ou chez Cyril Hanouna, ou je ne sais qui. La réponse qui est complexe, parce que faire la loi et créer et faire et voter un budget, ça ne se fait pas sur un coin de table. Vous comprenez bien, on est bien d'accord. Donc c'est le politique qui doit répondre à cette crise. Et Georges Fenech, je vous entends assez virulent quand même. Il y a quand même quelque chose de constructif dans ces consultations. Vous parlez de l'émission de télé hier sur C8, de ces rencontres avec les citoyens. C'est quelque chose de constructif qui peut mener à quelque chose. Alors peut-être sur un temps un peu plus long. Spectacle. Ouais. On assiste à des shows incroyables. On a salué le courage et la performance du président de la République. Tout le monde s'y met. Qui est remonté dans les sondages pour la deuxième semaine consécutive d'ailleurs. Le dialogue et tout. Et pourtant, parallèlement, on continue à voir les gens dans la rue, les gens qui s'inquiètent, les gens qui ont des problèmes de fin de mois, etc. Donc, rien n'est réglé. On peut débattre éternellement, rien n'est réglé. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions, mais le plus rapidement possible, qu'on en sorte une fois pour toutes. Et en effet, il reste 7 samedis jusqu'au 15 mars, ça peut durer encore longtemps, oui, Jean-Didier Berger. Georges Fenech, c'est que d'avoir fixé une date de fin au débat est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce qu'en réalité, le président de la République essaye de faire du judo avec les gilets jaunes et d'utiliser la force de son adversaire pour la retourner. Tout à fait. Bon, à deux titres. D'abord, en mettant en place ce grand débat, il dit vous vouliez parler, vous vouliez être écouté, je vous écoute, allez-y, dites-moi. Deuxièmement, il voit que du point de vue électoral, s'il y a une liste gilets jaunes, ça vient non pas lui retirer des voix à lui, mais retirer des voix à ses concurrents. Donc il a tout intérêt à entretenir aussi un petit peu. Vous êtes en train de dire que cette crise des gilets jaunes, elle rebooste un peu Emmanuel Macron? Il essaie de retourner et de faire ce qui était d'un inconvénient à un avantage, mais attention parce qu'il pourrait bien se prendre les pieds dans le tapis ou dans le tatami à force de faire du judo, parce que sur les européennes, on est sur une élection à la proportionnelle, et donc on peut facilement arriver à être le premier parti. Mais par contre, après, sur les municipales, sur les départementales et les régionales, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors qu'on voit cette image de la place de la Bastille, si c'est possible avec la régie, si on peut voir également la place de la République, puisque c'est désormais là que devrait converger le reste des manifestants. On avait cette image à vous proposer il y a quelques instants, si jamais on peut la remettre à l'antenne. En tout cas, Denis Jacob, cet appel, donc, notamment de la part d'Éric Drouet, à se rassembler sur la place de la République à partir de 17h, créer ces nouveaux rassemblements de nuit.
dont je me sens le plus proche, commencent à en avoir vraiment assez de voir ce type d'image sans qu'il y ait une vraie réaction et sans qu'il y ait de changement d'une semaine sur l'autre. Retour aux images justement, avant d'aller rejoindre notre envoyé spécial, on aperçoit des effectifs avec des chiens policiers. Je vous avoue que je suis en direct tous les samedis depuis 11 semaines, c'est la première fois que je vois. Vous en avez vu tous les samedis. Oui, tous les samedis. Autant pour moi, je ne les avais honnêtement jamais vus à l'antenne encore une fois. Et pas qu'à Paris. Et pas qu'à Paris. On va retrouver notre envoyé spécial justement, notre reporter sur la place de la Bastille. Quelle est la situation? On voit un rassemblement toujours de gilets jaunes, notamment à l'embouchure de la rue Saint-Antoine. Oui, exactement, nous sommes place de la Bastille, mais la place, elle a commencé à se vider de plus en plus depuis quelques minutes. Et pour terminer de vider cette place, eh bien, vous l'avez vu, il y a des policiers avec des équipes de cynophiles qui essaient de disperser encore plus les manifestants. Ils viennent de charger à l'instant à la rue Saint-Antoine, plus derrière. Et vous voyez que la présence de ces chiens agace beaucoup les manifestants. Il y a beaucoup de manifestants qui sont également partis, il faut le dire, par le boulevard Richard Lenoir. Ils se rendent direction la place de la République pour participer à la Nuit jaune. Et là, vous le voyez, il commence à y avoir des échanges un peu tendus au pied de la colonne de Juillet avec les équipes cynophiles et certains gilets jaunes qui crient. Et on voit toujours l'hélicoptère de la police qui patrouille autour de la place de la Bastille où la situation semblait plus calme. Et là, tout d'un coup, des élans de tension reprennent. Merci beaucoup. Alors qu'on voit que la situation est encore assez fragile sur la place de la Bastille, bien qu'une grande partie des manifestants a été dispersée et semble converger également vers la place de la République. On accueille de nouveau Rachid Temal sur ce plateau, sénateur PS du Val d'Oise. Votre lecture de ce qui se passe, de cette fin d'après-midi qui tourne de nouveau aux heures, c'est le cas à Paris, mais on a évidemment des informations qui nous proviennent de Marseille, de Nantes, où c'est tendu également. Ça a été très tendu un petit peu plus tôt à Évreux. Le grand débat national a démarré il y a 10 jours et une partie des Français est toujours en colère, est toujours dans la rue. Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'une part les actes que nous voyons là, et il faut les condamner. Il faut que la police, elle fait son travail. Donc moi je salue à chaque fois le travail qui est fait par les forces de sécurité. Là-dessus, il faut que le gouvernement agisse. Il reste, comme vous l'avez dit, les Français qui considèrent depuis maintenant 18 mois qu'ils ont perdu le pouvoir d'achat, que la situation s'est détériorée, que leur vie est plus dure. Et là, malheureusement, le grand débat ne répond pas. Et moi, j'entendais tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est une crise sociale et politique que nous vivons depuis maintenant plusieurs semaines. J'ai la crainte, parce que le gouvernement semble dans une forme de mutisme, il a un peu bougé le 10 décembre en disant, voilà, 10 milliards, c'est déjà bien, mais ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas. Et ce grand débat qui tourne un peu en rond, qui fait un peu opération de communication... Jusqu'où faut-il aller pour qu'il n'y ait plus personne dans la rue? Personne ne sait d'ailleurs ce qu'on va sortir du grand débat. Nous, on plaide aux partialistes. D'abord, on a proposé des mesures sur le pouvoir d'achat et ils ont dit, faisons une conférence sociale et territoriale avec l'ensemble des acteurs et on regarde comment on fait. Il y a des questions de pouvoir d'achat, prenons des mesures. Mais si vous ne mettez pas autour de la table les syndicats, les entrepreneurs, les gilets jaunes, les parlementaires, excusez-moi, au bout d'un moment... Mais les gilets jaunes, ils n'ont pas nécessairement envie de se mêler à tous ces organes que vous évoquez. Dans ce cas-là, on peut tous se regarder et dire on ne peut rien faire. Moi, je propose de commencer par un bout et de dire déjà faisons cela et voyons ce qu'il y a derrière. C'est quand même aujourd'hui dans une démocratie, ça me paraît le minimum. Georges Fenech, je vous entendais il y a un instant dire il y a peut-être une solution. Si on regarde dans notre histoire, dans le passé, récent, sous la Ve République, des crises majeures sociales comme ça, elles se sont toujours terminées par je redonne la parole au peuple. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, puisqu'il y a une crise telle... C'est pas le but du grand débat ? Non, le grand débat, c'est pas une réponse politique. On voit bien qu'actuellement, le grand débat ne résout rien du tout. Et quand le général de Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale, il s'est retrouvé avec une majorité encore plus renforcée pour repartir de l'avant. Il y a des solutions institutionnelles qui sont prévues par la Constitution.
Pour sortir d'une crise, ça peut être un référendum, ça peut être une dissolution. Mais si on laisse pourrir comme ça cette situation en disant attendez, dans 2 mois, dans 1 mois et demi, on termine le débat, ensuite il faudra faire la synthèse, ensuite il y aura les européennes, laissez-moi, j'ai été élu. On a l'impression que tout le monde joue actuellement au jeu du chat et la souris. Vous avez les gilets jaunes qui jouent au chat à la souris avec les CRS, avec les forces de l'ordre. Bientôt les gilets jaunes avec les foulées rouges, les foulards rouges. Vous avez le président de la République avec le débat et les élus. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, tout le monde essaie de discuter, tout le monde... Mais attendez, on a des institutions, on a des responsables politiques, c'est à eux à faire jouer le bon mécanisme pour sortir de cette crise, parce que vous avez raison, on ne peut pas continuer comme ça. Les Français en ont absolument marre d'avoir ces manifestations toutes les semaines. Jean-Didier Berger, je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on fasse un détour par la place de la République avec cette nuit jaune organisée donc, notamment par Éric Drouet, l'une des figures de proue du mouvement qui devait démarrer à 17h. Notre envoyé spécial est sur place. Quelle est l'affluence d'ores et déjà sur la place de la République? Sur les images, on voit une foule d'ores et déjà assez dense. Quel est l'état de cette mobilisation place de la République? Alors, la foule, effectivement, Julien, c'est copieusement densifié. Là, on a décidé de tourner notre caméra vers la droite parce qu'on vient d'assister à une première remontrance des manifestants envers une de nos collègues journalistes dont on ignore la chaîne, mais en tout cas, elle a été très froidement accueillie par les manifestants. Je vous parlais de changement d'ambiance parce que, justement, cette ambiance, elle a viré radicalement en à peine une dizaine de minutes. Quand nous sommes arrivés sur place, il y avait déjà un rassemblement prévu, un rassemblement de soutien aux blessés, aux nombreux blessés côté Gilets jaunes et côté force de l'ordre depuis le début de la manifestation, depuis le début des différentes mobilisations. Et puis tout d'un coup, on a vu le balai des forces de l'ordre, le balai des brigades de gendarmes mobiles en camion à la file indienne qui fonçaient vers la place de la Bastille. On rappelle pour les téléspectateurs qui ne sont pas parisiens, la situation géographique, on est à quelques encablures, peut-être 1 kilomètre, un petit peu moins, quelques centaines de mètres de la place de la Bastille. Et dès que les premières ont commencé à éclater du côté de la Bastille, eh bien, de nombreux gilets jaunes, de nombreux manifestants, des familles, des jeunes ont afflué, parfois en courant, parfois au bord des larmes de cette place de la Bastille. Et ça a été ensuite le tour des forces de l'ordre qui très rapidement se sont dispersées tout autour, ont quadrillé tout autour de cette place de la République. Alors on le rappelle, il y a Nuit jaune, ce rassemblement qui doit avoir lieu dans la soirée. C'était normalement à partir de 17h. Ça a pris un peu de retard, notamment à cause des événements de la place de la Bastille. Aujourd'hui, là à l'heure actuelle, je pense qu'il y a plusieurs centaines de personnes rassemblées sur cette place de la République. Et on le rappelle, ce rassemblement se veut absolument non violent, il se veut pacifique. C'était ce qui était rappelé sur la page Facebook de l'événement qui a drainé des milliers et des milliers d'intéressés pour cet événement. Et on a vu quelques scènes, on a vu quelques jeunes habillés de noir avec des gants qui commençaient à essayer de chercher la confrontation avec les forces de l'ordre, à envoyer quelques projectiles, des incidents un petit peu isolés. Ils ont tout de suite été calmés, tout de suite été rabroués par des individus, des gilets jaunes historiques un peu plus âgés qui leur ont dit « tu peux pas faire ça, tu ne peux pas tomber dans ce piège-là ». Donc pour l'instant, la situation est calme du côté de cette place de la République, mais ce qui fait craindre le pire, notamment du côté des gilets jaunes et évidemment des forces de l'ordre, eh bien c'est la tombée de la nuit et c'est surtout la proximité. C'est un quartier assez festif ici du côté de la place de la République, la proximité des bars, la proximité des boîtes de nuit et surtout ce rassemblement qui va canaliser toutes les manifestations qui étaient prévues dans Paris. Elles vont toutes venir ici en point de chute et c'est vrai que la situation pourrait très vite dégénérer. Pour l'instant, les forces de l'ordre ont quadrillé la place de la République. Il reste des merguez, il reste de la musique. Pour l'instant, le rassemblement est encore un petit peu festif. Merci beaucoup. Situation donc précaire, on va dire fragile sur la place de la République, même si pour l'instant tout se passe dans le calme. On poursuit la conversation avec Georges Fenech. On disait que tout le monde se regarde un peu, pour reprendre votre expression, en chien de faïence depuis quelques semaines. Et c'est le cas même désormais au sein même des groupes de Gilets jaunes, depuis la création notamment de cette liste aux européennes labellisée Gilets jaunes, menée, on le rappelle, par Ingrid Levavasseur. Une nouvelle fracture s'est créée encore même au sein de ces Gilets jaunes qui refusent de se politiser, alors qu'on imaginait au début du mouvement que c'était l'une des solutions, se politiser justement pour mieux peser dans le débat. Parce que le mouvement a en lui-même ses propres contradictions.
il se dit un mouvement anti-système. Il voit bien que pour peser, il faut quand même rentrer avec les codes du système. Il ne veut pas des partis politiques, mais il est obligé d'en constituer un. Il ne veut pas voter aux élections pour un certain nombre de gilets jaunes, mais ils envisagent comme solution le référendum d'initiative citoyenne qui est un vote et de se présenter aux élections européennes qui est aussi un vote. Donc, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Parce que ce mouvement qui au départ est parti d'une crise sociale est maintenant plus qu'une crise sociale. C'est une crise politique, c'est presque une crise de régime. On vient de voter. Il y a 20 mois, on était en train de voter, on vient de prendre les grandes orientations. Et là, depuis 2 mois, on est au point mort, on est arrêté, on est à l'arrêt totalement. Donc le président de la République a des cartouches devant lui. Georges Fenech disait la dissolution. Mais avant, il y a aussi le changement de Premier ministre. Oui, et avant, il y a aussi le remaniement avec le même Premier ministre. Parce que comme nous pensons à Libre avec Valérie Pécresse, ce mouvement et ce débat ne seront utiles que s'il y a une inflexion de la politique gouvernementale. Mais est-ce qu'il y est prêt ou est-ce qu'il va simplement user ses cartouches pour continuer à faire la même politique? Rachid Temal. 2 choses. D'abord, sur les Gilets jaunes, je partage ce qui a été dit. Il faut rappeler que l'ADN même des Gilets jaunes, c'est chacun a une liberté. Donc il y a une forme d'ubérisation. Donc déjà, c'est la fin. Et je rappelle que c'est la 2e liste qui est annoncée. Il y a 1 mois et demi, c'était l'ancien chanteur, je ne sais pas si c'est toujours chanteur, M. Lalanne, qui annonçait une liste. Si. Il a est priori, oui, bon. Toujours. Et donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un élément qui est devant nous. Ça lui fera plaisir. Deuxième, de reparler de lui. Oui. Allez-y. Deuxième point, c'est sur effectivement le gouvernement. Le problème, c'est que le président de la République dit faites un grand débat, mais il commence par dire je ne changerai pas ma politique. Et il est lui aussi dans une contradiction. Il est dans une contradiction. Parce que ce qui est aujourd'hui en cause, alors on peut revenir, comme le dit La République En Marche, ça fait 30 ans, 40 ans. Bon, mais la réalité, c'est que l'allumette qui a allumé la crise sociale, c'est celle qui a été craquée, comme dirait l'autre, par ce gouvernement. Donc, ça fait 30 ans, 40 ans, c'est aussi une vérité. Oui, mais par exemple, il n'y a jamais eu une crise de cette nature-là, et c'est bien la hausse massive de la courbe sur la taxe carbone, c'est le fait aussi qu'on ait réduit les pouvoirs d'achat, par exemple, des retraités. Le référendum de 2005, quand même, qui a contribué à... Oui, mais attendez, je veux bien, mais on peut remonter aussi très loin. Je dis là, aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont dans la rue, c'est les mesures que je viens d'énoncer. Bon, donc à partir de là, si on ne change pas cette politique-là économique, sociale et fiscale, il n'y aura pas de sortie. Donc il y a des réponses institutionnelles, comme l'a dit Georges Fenech. Il y a des réponses aussi politiques immédiatement, qui est de changer de politique, en tout cas d'infléchir sensiblement, dans un cas de discussion. Donc le président de la République, aujourd'hui, il doit bouger. Si c'est attendre encore, effectivement, nous emmener jusqu'au mois de juin, je crains que ce soit délicat, dangereux pour le pays. Mais on entend certaines sources proches du chef de l'État évoquent d'ailleurs un remaniement d'abord de son cabinet, plus adapté à l'exercice du pouvoir. Il pourra aller, pourquoi pas, jusqu'à se séparer d'Édouard Philippe. Très franchement, un remaniement de cabinet ou même un changement de Premier ministre, c'est ça qui va permettre aux Gilets jaunes de s'apaiser. Vous savez, Georges Fenech. Comme le disait le général de Gaulle, c'est la chienlit. C'est vraiment la chienlit, là, on peut le dire. Il faut en sortir. Encore une fois, la réponse ne peut pas être dans un débat ou une consultation où chacun sur... Vous savez, cette affaire des Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en présence de Rachid, pour moi, c'est une réplique sismique de l'absence de vrai débat qu'il n'y a pas eu, du moins en tout cas, au présidentiel et aux législatives. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des élections présidentielles, un premier tour totalement inaudible à cause des affaires. Hein, Fillon notamment, ouais. Voilà. On a eu un deuxième tour qui n'était pas un vrai deuxième tour parce que les jeux étaient faits face au Front National. Et on a eu une élection législative qui a été mécaniquement, qui a donné une majorité évidemment au président de la République. Qui va nous dire quoi aujourd'hui? Mais attendez, c'était dans mon programme, hein, la suppression de l'ISF. L'augmentation de la CSG, effectivement. Sauf qu'il n'y a pas eu de vrai débat. Et aujourd'hui, tout le monde veut du débat, parce qu'on a été privé, en quelque sorte, d'un vrai débat démocratique. Donc aujourd'hui, le président, on a l'impression qu'il repart en campagne. Voilà, il est partout, au contact des Français, au contact des Gilets jaunes. Et ça lui sert, hein. Je le répète, pour la deuxième semaine consécutive, voilà. Il reprend des points dans les sondages. Hein. Oui. Sauf que massivement les Français... Sauf qu'au bout d'une campagne, aussi. Une campagne, ça se termine comment? Ça se termine par une élection. Ça se termine par « je redonne la parole au peuple ». Est-ce que ça va se terminer comme ça? C'est toute la question. Est-ce que ce débat va calmer cette crise quand même sans précédent depuis 1968? On a quand même une grande majorité des Français, enfin une majorité des Français en tout cas, qui comprennent, même s'ils en ont marre de ces manifestations, mais qui comprennent la colère de ces gens-là. Donc la solution, pardonnez-moi, hein, on parle beaucoup de sécuritaire et c'est normal, on décrit chaque samedi ce qui se passe, comment ça va se terminer. Et surtout, il y a des dizaines de milliers de forces de l'ordre qui sont déployées. Les interpellations, les lois anti-casseurs, tout ce que vous voudrez, mais c'est pas la réponse.
La réponse, elle est entre les mains d'Emmanuel Macron. Elle ne peut être que politique. Et puis on sait qu'Emmanuel Macron est un bon candidat, ça on l'avait déjà testé, mais ce qu'on veut c'est qu'il soit aussi un bon président. Donc maintenant, le fait de dire... Bah oui, mais c'est bien ça le problème. Donc le fait de dire, maintenant j'arrête tout, c'est 21 on mois. fait la pause, et puis on repart, je vais vous écouter, mais avec la contradiction que vous avez soulignée, j'ai un programme, je vais continuer à le respecter, mais je vous écoute et potentiellement on repart à zéro. Alors moi je comprends pas. Où est le cap, le fameux cap dont on nous parlait et dont on nous rabâchait sans arrêt l'existence? On va tenir le cap. Il n'y a plus de cap et plus personne ne sait où va l'exécutif avec un Premier ministre particulièrement absent. Moi, je suis quand même frappé du fait qu'on entend... Alors, Édouard Philippe qui s'est tout de même présenté hier face aux Français, on le rappelle, pour la première fois dans ce débat citoyen à Sartrouville, dans les Yvelines, dans une salle municipale devant une centaine de personnes. Il a répondu aux questions. Non, mais ça... Face à une partie de Français. Vous ne pouvez pas faire un Stade de France tous les samedis. Qu'Édouard Philippe ou qu'Emmanuel Macron rencontre les Français, j'ai envie de dire, les élus locaux que nous sommes, on le fait tout le temps. Donc, je veux dire, il n'y a pas de prouesse. Il faut aussi, là aussi, se détendre un peu. La réalité, c'est que parfois, d'ailleurs, les salles sont, je crois, bien faites. J'ai cru voir quelques déplacements où c'était bien fait. Mais au-delà de ça, très honnêtement, la question n'est pas de savoir s'il fait bien la com. La réponse est oui. Quand il s'est retrouvé face à un retraité qui lui parlait de son pouvoir d'achat en perte, là, il avait du mal d'ailleurs à répondre. Mais il fait bien de la com, tout se passe bien. C'est pas ça le débat, j'ai envie de dire. La question, c'est comment les Français qui sont sur les ronds-points ou qui les soutiennent disent « Moi, je termine pas mon mois. Je suis retraité, je termine pas. Je suis salarié, je termine pas. Je peux pas élever mes gosses dans de bonnes conditions. » C'est ça la question. Donc on peut dire que ça n'existe pas, que le président a des engagements, mais la crise va rester. Mais on dit, et tous les membres d'opposition disent la même chose également depuis 11 semaines. Il y a un moment où vous allez le chercher où ce pouvoir d'achat? Quelle proposition mettriez-vous sur la table si vous étiez membre du gouvernement aujourd'hui? Les choses sont très simples. Nous n'avons pas, nous ne parlons pas les socialistes, puisque nous avons déposé à l'Assemblée et au Sénat des propositions de loi concrètes. Les mesures sont déposées. Comme quoi, par exemple, demain, régler le pouvoir d'achat dans les jours qui viennent. Comment procéderiez-vous? On peut imaginer que pour les retraites, de nouveau, on réindexe et donc il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat pour les retraités. C'est une première mesure. On est d'accord. Vous financez comment? Mais attendez, je vais vous... Attendez, mais je vais faire les plus éléments. Des mesures concrètes. Attendez, excusez-moi. Efficace et surtout plausible, imaginable. Si je peux terminer. Allez-y. Il faut faire les plus éléments. Allez-y. On commence par cette colonne-là. On peut se dire également que, par exemple, par exemple, on peut imaginer aussi qu'une négociation salariale pour augmenter, par exemple, le SMIC. De l'autre côté, sur le financement, disons que l'ISF, c'est 5 milliards d'euros qui est parti. On peut dire qu'on peut remettre dans le budget d'État 5 milliards d'euros. Autre proposition de financement. Vous avez le CICE qui a été fait par les socialistes au pouvoir, donc on peut en parler. Il y avait 20 milliards cette année et le gouvernement a ajouté exceptionnellement 20 milliards supplémentaires. On peut se dire qu'on garde 20 milliards et les autres 20 milliards supplémentaires, on les remet... l'argumentaire des Gilets jaunes, là. Non, je ne reprends pas l'argumentaire Gilets jaunes. C'est ce qu'il réclame. Non, mais attendez, c'est pas parce que nous proposons ça, nous... Oui, mais vous êtes sur la même ligne, quoi, en quelque sorte. Je m'excuse, nous l'avons déposé au Parlement, donc c'est... Et si c'est une solution? Oui. Donc, vous voyez bien qu'elle soit une proposition de Gilets jaunes. Que là, concrètement, ce que je viens de vous dire, il y a en source de financement près de 25 milliards d'euros qui permettent à la fois de remettre du pouvoir d'achat et de remettre... Alors je vais poser une question bête. Si c'est si simple, pourquoi Emmanuel Macron ne le fait pas? Parce que ce sont des choix. Le problème n'est pas que ce soit simple ou difficile. Emmanuel Macron, le président de la République, a fait des choix différents. Il considère la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut retirer aux plus riches et à la fin, ça arrivera aux autres. Écoutez-moi, c'est un choix politique. Moi, je ne conteste pas son choix. Enfin, je ne conteste pas. Il a le droit. Je conteste son choix. Donc, vous voyez bien, moi, je vous propose des solutions et j'apporte un financement. En fait, moi, je suis marqué quand même par le fait que mon collègue, que j'apprécie par ailleurs, est toujours sur les mêmes types de solutions qu'on a connues depuis trop longtemps. Parce que le réduire l'ISF, c'est pas une vieille mesure. Simplement, d'augmenter toujours la dépense publique. C'est pas le cas. En augmentant toujours les impôts, ça on a testé. Et quelque part, le ras-le-bol gilet jaune, c'est aussi un ras-le-bol fiscal. Où j'ai augmenté les impôts dans l'exemple. L'augmentation de l'ISF, par exemple. Non, je reviens. Rétablissement. Donc, on va laisse terminer Jean-Didier Berger et ensuite Georges Fenech. Les anciennes solutions. Par exemple, on a deux grosses réformes sur lesquelles il est possible d'agir. Et le problème de notre pays, c'est ça. C'est qu'on ne fasse pas les grosses réformes qui permettent de dégager des marges de manœuvre pour mettre ensuite de l'huile dans les rouages dans tous les sujets légitimes. Deux grosses réformes, par exemple. L'augmentation du temps de travail, notamment dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d'État. Passer aux 39 heures, payer 37. Bon, ça, c'est une solution qui permet de dégager des marges de manœuvre en augmentant le pouvoir d'achat et sans augmenter les impôts. Il y a une deuxième question qui est posée, c'est celle des retraites. Ce que nous avons proposé, c'est d'augmenter la durée de cotisation, mais en intéressant aussi les gens par une baisse immédiate
des cotisations, pour faire en sorte que ça soit une réforme gagnant-gagnant et qu'on sorte des vieilles recettes pour aller vers des solutions plus modernes. Parce que les gilets jaunes, c'est ça aussi. C'est si on continue à répondre avec de la politique à l'ancienne, avec des recettes qu'on a testées depuis des décennies et qui ne fonctionnent pas. On est le pays en Europe qui a le plus de prélèvements obligatoires, ne l'oublions pas. Eh bien, à ce moment-là, on est mort d'avance parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Pourquoi on a le... Georges Fenech, et dans un instant, on retournera sur la place de la Bastille, parce que c'est des interventions des forces de l'ordre. Pardon, Georges. En Europe, c'est parce qu'on a aussi le taux le plus élevé de dépenses de fonctionnement en Europe. On a à peu près 57% de dépenses publiques de fonctionnement. Et la moyenne européenne, elle est à 48%. On est incapable de faire descendre cette dépense publique que réclament à corps et à cri certains dans l'opposition, et notamment actuellement. Donc c'est là que... Mais vous aussi, je pense que vous êtes quand même pour une diminution sans diminuer les services publics. Mon collègue à côté de moi... On est tous... Comment on diminue les dépenses publiques sans diminuer les services publics? Comment on diminue... Alors, demandez aux Allemands comment ils ont fait. Demandez aux Britanniques, demandez aux Italiens, demandez à toute l'Europe. Ce qui se fait à l'étranger, on prend souvent des références à l'étranger, mais ce qui se fait à l'étranger n'est pas forcément réalisable chez nous. Il faut faire des contextes différents. Il faut que le service public soit d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité, en dépensant moins. Ça, c'est tout le génie de la politique de le faire. On parlera politique dans un instant, mais retour à ce qui se passe sur le terrain, sur la place de la Bastille. On va m'informer si notre envoyé spécial est avec nous en direct. Alors, c'est difficile de comprendre à ce à quoi on assiste. A priori, une interpellation sur la place de la Bastille, où la situation, alors qu'elle était calme il y a quelques minutes, semble se tendre de nouveau. Vous êtes sur place. Vous l'avez dit, à chaque instant, la situation peut se tendre. Il y a à peine quelques instants, il y a eu une interpellation d'un gilet jaune. Son identité n'est pas encore connue. Et là, vous le voyez, en direct sur ces images, au loin, une épaisse fumée. À nouveau, il y a eu un mouvement de foule. Des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants. Un hélicoptère survole toujours la zone. Et vous le disiez, la place de la République s'est peu à peu vidée, mais reste toujours ici des manifestants, des gilets jaunes. Il faut savoir qu'ici, la plupart des axes qui entourent la place de la Bastille sont bloqués par les gendarmes mobiles et les CRS. Depuis maintenant une trentaine de minutes, la place est clairement vidée par rapport à il y a une heure où la situation était sous tension, où on a vu des manifestants cagoulés, une dizaine de manifestants cagoulés, masqués, habillés en noir, qui se sont servis du mobilier urbain pour s'attaquer aux forces de l'ordre. À plusieurs reprises, on a entendu des tirs de pétards, des tirs de gaz lacrymogène. Là, vous le voyez à nouveau sur la place de la Bastille. La foule a été dispersée. Vous l'avez vu, il y a eu tout à l'heure une interpellation. Restent encore les derniers résistants, on peut le dire ici, place de la Bastille. Beaucoup sont déjà partis. Certains ont décidé de rebrousser chemin. D'autres ont pris la direction place de la Bastille. Il y a ici des manifestants, des civils aussi, des personnes qui viennent ici par hasard place de la Bastille. Et je peux vous le dire, sur les terrasses sont vides. Tout à l'heure, nous nous sommes réfugiés dans un appartement d'une habitante avec mon JRI, et même en hauteur, on sentait la fumée du gaz lacrymogène. Là, vous voyez, c'est un retour au calme, mais vous l'avez compris, à tout moment, la situation peut se tendre ici, place de la Bastille. Merci beaucoup. Denis Jacob, vos précisions, je rappelle que vous êtes secrétaire général syndicat Alternative Police. Cette dispersion un peu compliquée, elle était attendue par les forces de l'ordre, mais elle prend quand même du temps parce qu'il y a des irréductibles casseurs, fauteurs de troubles, j'ai envie de dire, qui persistent à vouloir se confronter à la police. Oui, je vais peut-être être un peu simpliste, mais quand une manifestation a lieu, elle a lieu dans un timing. Heure de départ, heure d'arrivée. Quand on a dépassé l'heure d'arrivée, il doit y avoir la dispersion parce qu'on doit rouvrir la circulation, et que dès lors qu'on a des individus qui sont là pour en découdre et qui maintiennent un pseudo-mouvement complémentaire, eh bien notre rôle, c'est de dégager ces manifestants ou ces individus, ces casseurs, et donc on utilise une fois de plus les moyens qui sont mis à notre disposition pour les faire disperser. Est-ce que vous êtes
plus satisfait de la coordination entre les différents services et des ordres. On sait que lors des premiers rassemblements, on entendait beaucoup de représentants des forces de police nous dire que les ordres venaient de très très haut et n'avaient pas forcément conscience de ce qui se passait sur le terrain. Est-ce qu'en termes d'organisation des forces de l'ordre, désormais les gens mobilisés, les personnes mobilisées sur le terrain arrivent à plus se coordonner et les ordres sont-ils plus concrets et plus adaptés que les ordres lors des semaines précédentes? C'est pas l'organisation qui est en cause. L'organisation, elle est toujours la même. On a des unités constituées et elles n'interviennent que sur ordre de l'autorité supérieure. Tant que l'autorité supérieure ne donne pas l'ordre de charger pour disperser, nous ne le faisons pas. Nous ne travaillons pas en maintien de l'ordre sur initiative. Sauf que quand on est confronté à des manifestations qui sont dispersés à travers la capitale par des petits groupes, eh bien, on est obligé d'adapter notre maintien de l'ordre. Et c'est ce qui a été fait, je dirais malheureusement, le 8 décembre, à la suite des événements qu'on a connus le 1er décembre, avec des petits groupes d'intervention qui ne sont d'ailleurs pas forcément des CRS, c'est peut-être les DAR, voilà, donc les détachements d'action rapide. Et donc, c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer les malheureux accidents à répétition qu'on a eu à connaître ces dernières semaines, avec des blessés notamment, parce qu'on a un nouveau type de maintien de l'ordre pour lequel les méthodes et peut-être les moyens ne sont pas adaptés pour faire du maintien de l'ordre de contact. Il y a eu beaucoup de débats également autour des lanceurs de balles de défense. Est-ce que vous avez eu des informations aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont été utilisés à de nombreuses reprises? On sait qu'évidemment, ils ont toujours été autorisés malgré la polémique. On parlait de ces caméras piétons également. Dans les faits, est-ce que les forces de l'ordre se sont servies de ces caméras? Est-ce que se sont servis également de ces lanceurs de balles? Alors a priori, on était à Bastille il y a quelques minutes, a priori, lanceurs de balles de défense ont été utilisés. Voilà, je vous le dis, comme on utilise tous les moyens à notre disposition en matière de maintien de l'ordre. Après, on en fait une polémique aujourd'hui du lanceur de balles de défense. On en a fait une à l'époque avec le tonfa parce qu'il y avait eu des blessés. On en a fait aussi avec le taser parce qu'il y avait eu des problèmes. Et demain, on en fera peut-être parce qu'on utilise un canon à eau qui aura projeté quelqu'un et qui se sera malheureusement blessé. Mais il y a eu des blessés aussi. Enfin, on ne peut pas les nier. Non, oui, bien sûr qu'il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés parmi les gilets jaunes. Il y a eu plus de 1000 blessés parmi les policiers. Et 2000 parmi les gilets jaunes. Il faut arrêter d'inverser les rôles et d'inverser la situation que de dire qu'il y a des violences policières. On a eu des manifestations. Elles n'existent pas du tout, ces violences policières? Mais c'est pas des violences policières. Il peut y avoir des dérives. Mais le problème, c'est de la violence légitime utilisée par les forces de police et de gendarmerie pour mettre un terme à des violences, des ultra-violences conduites par des casseurs qui ont été quand même largement identifiés comme étant de mouvance d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et moi, je l'ai toujours dit depuis 2 mois et demi, je fais le distinguo. Alors, il n'y a pas que des casseurs d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui ont été touchés par des lanceurs de balles de défense. Non, mais attendez, je vais vous expliquer une chose sur une manifestation violente. Moi, je suis manifestant pacifique, je suis syndicaliste, donc les manifestations, je les connais un petit peu. Je vais manifester. Je me retrouve pris dans un mouvement de violence avec des individus. Mais je ne reste pas sur place. Je ne reste pas comme un badaud parmi des casseurs avec le risque de se prendre un... Si on vous écoute, on interprète en se disant c'est de leur faute s'ils se sont blessés. Mais regardez aujourd'hui, mais on a un exemple très précis. On a une manifestation qui est organisée, ça dégénère à Bastille. Qu'ont fait la grande majorité des manifestants pacifiques? Ils sont partis à République. Ben voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et nous, on intervient, et je me répète, on n'intervient pas sur une manifestation en termes de maintien de l'ordre s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Et on n'intervient que de son cadre-là. Si ça se passe calmement, mais pourquoi on interviendrait? J'entendais la CGT qui a déposé plainte au tribunal administratif il y a 2 jours pour faire interdire le lanceur de balles de défense. Mais sur les manifestations anti-loi travail de 2016, ça a été le premier syndicat à venir voir la police pour dire qu'il fallait réagir et qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour enlever les black blocs. Et aujourd'hui, on vient se plaindre à nouveau de la police parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des accidents. On ne va pas le nier. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais est-ce que c'est le lanceur de balles de défense qui est en cause? Peut-être pas. Il y a d'autres pays d'Europe qui utilisent le lanceur de balles de défense. Il faudrait peut-être communiquer d'une autre façon, parce que certes, on vous entend, mais il y a aussi ces organes indépendants, certains journalistes indépendants qui recensent des vidéos, de défenseurs des droits également, qui recensent des actes où la police est mise en cause, de vouloir
culpabiliser les gens mobilisés, les gens blessés en disant qu'ils n'avaient rien à faire là ou qu'ils sont des gens ultra-gauches. En fait, on ne les culpabilise pas. On va finir et je viens vers vous tout de suite. On ne les culpabilise pas. On est dans des mouvements qui ne sont pas légaux. Ce sont des manifestations illégales. Donc les gens savent que ça va partir dans tous les sens et qui s'exposent à des dangers. Et je le disais tout à l'heure, le maintien de l'ordre à la française, ce n'est pas de commettre des dommages collatéraux humains. Au contraire, c'est de les éviter. Et sur la polémique du lanceur de balles de défense, oui, il y a eu des blessés graves, mais personne ne peut le nier. La police ne le nie pas. Enfin, moi, je ne vais pas le nier ce soir sur ce plateau. Il y a des enquêtes en cours. Les enquêtes détermineront les responsabilités. Et s'il y a eu faute, les sanctions seront prises. Vous savez, la police nationale, c'est le corps de métier en France le plus contrôlé et le plus sanctionné. Il ne faut pas l'oublier, en 2017-2018, il y a eu plus de 3000 sanctions de prise dans la police nationale. Donc il faut arrêter de dire qu'on est là pour conclure matraquer sur cette polémique, est-ce que vous avez eu écho de policiers qui ont lancé des balles de défense aujourd'hui et qui ont utilisé leur caméra piéton? Est-ce que c'est effectif? Ah, c'est effectif, oui, complètement. Donc on aura des images à disposition. Complètement. Et ils seront. Et pour rentrer un peu dans le technique, pour que les téléspectateurs comprennent bien, nous ne pouvons pas nous-mêmes intervenir sur les enregistrements pour potentiellement couper ou supprimer. C'est inviolable et c'est considéré comme une mise sous scellé. Jean-Didier Berger, je vous donne la parole dans un instant, mais il est quasiment 18h. On est toujours en direct sur l'antenne de CNews. J'allais voir notre envoyé spécial pour lui dire, en tout cas, on constatait sur les images que c'était assez calme, mais là, je vois comme des mouvements de foule place de la République. Qu'est-il en train de se passer? Ouais, absolument. Eh ben, écoutez, c'est ce qui peut arriver quand des incidents isolés dégénèrent. Quelques bandes de jeunes, des jeunes vraiment très jeunes, entre 14 et 16 ans, qui sont là, voilà, qui font un peu des bêtises, qui importunent un petit peu les journalistes, qui cherchent un petit peu les journalistes dans les cortèges et qui s'amusent un peu à les tenser, à les insulter. Et forcément, les gilets jaunes historiques, ceux qui sont là depuis le début de la mobilisation, essayent de les exfiltrer, pour parler poliment, de la place de la République, une place de la République où jusqu'ici tous se passait bien. Vous l'entendez peut-être derrière moi, on avait de la musique. Je pourrais donner raison à monsieur Jacob sur un point, c'est que la quasi-totalité des manifestants pacifiques qui étaient réunis à Bastille ont maintenant achevé de migrer ici sur cette place de la République, portant le total des manifestants peut-être à 1200, entre 1200 et 1500 personnes. Pour l'instant, c'était dans une atmosphère absolument bon enfant. Vous avez tous les ingrédients des manifestations traditionnelles qu'on a pu observer sur la dernière vingtaine d'années. Il y a des fanfares, il y a de la musique, il y a plusieurs gilets jaunes qui ont inventé des chansons, lancé des refrains à la gloire, forcément, vous imaginez, d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, les médics avec qui on a pu s'entretenir, vous savez, ces manifestants tout de blanc vêtus qui sont chargés de dispenser les premiers soins dans les cortèges, nous ont dit qu'il n'y avait aucun incident à signaler ici du côté de la République. On rappelle qu'il y a eu plusieurs blessés du côté de la Bastille, mais en tout cas, les forces de l'ordre ont quadrillé la place de la République et surtout ont quadrillé les boulevards entre la place de la Bastille et la place de la République pour éviter que les éléments les plus virulents migrent de la Bastille à la République pour y perpétrer les mêmes actions. Pour l'instant, ils ont réussi à l'éviter, mais vous savez, Julien, comment se passent les manifestations. À tout moment, tout peut dégénérer. On voit un peu les visages circonspects dès que ces petits incidents éclatent, comme celui que vous avez pu voir. Pour l'instant, rien de sérieux. Il s'agit de bandes de jeunes et la mobilisation se passe pour l'instant de la meilleure des manières ici à République. On peut tirer vers le buste. Merci beaucoup, en effet. C'est ça le problème, Denis Jacob. Et je vous ai pas oublié, Jean-Didier Berger, je voudrais juste qu'on reste sur les faits, place de la République. Un petit instant, la nuit tombe. Aussi, ça fait partie des risques. On le disait en prise d'antenne tout à l'heure. La nuit tombe et forcément c'est un risque en plus. L'initiative de cette nuit jaune qui paraît tout à fait louable. Notre envoyé spécial nous parlait de ses musiques, ses bon enfants, ça fait des merguez, voilà, enfin tout ce qui fait une manifestation à la française finalement depuis quelques années. Mais ce risque de la nuit, il apporte aussi ces fléaux que sont des casseurs ou des jeunes mal intentionnés. Bah oui, alors excusez-moi de faire un petit peu d'humour, mais la nuit, tous les chats sont gris. Excusez-moi de le dire, mais malheureusement, c'est d'autant plus difficile pour la police nationale d'identifier des casseurs quand ils sont tous habillés de noir, avec des cagoules. Vous savez, je peux très bien être en journée porteur d'un gilet jaune, venir comme tel jusqu'à 17h, 18h, et puis quand la nuit tombe, retirer le gilet jaune, et puis me grimer en casseur, et puis passer à l'acte. Donc c'est toute la difficulté d'identifier ce
ce genre d'individus. Là, on a en plus, on vient de l'entendre, des jeunes, très jeunes, qui s'en prennent à vos confrères. Eh bien, on peut rapporter ça à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Paris, où on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes issus des quartiers difficiles qui ont profité un peu du trouble qu'il y avait avec des casseurs pour aller piller des magasins. Donc, il y a une agglomération de tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément des gilets jaunes et qui viennent pour en profiter, soit pour en découdre, soit pour casser, soit pour tuer, parce que c'est quand même une démarche avérée vis-à-vis de mes collègues, tuer du flic, pour parler un peu vulgairement, ou alors pour profiter un peu de tous ces troubles et aller piller quelques magasins, comme on l'a vu sur certaines vidéos. Juste un dernier mot, et je m'excuse encore auprès de Jean-Didier Berger, mais je voudrais, parce que les infos nous parviennent, notamment concernant, et parce qu'on parle également des lanceurs de balles de détresse, des balles de défense, pardon, il y a un instant, on apprend que Jérôme Rodriguez, qui est l'un des leaders, figure de proue du mouvement des Gilets jaunes, qui a été de nombreuses fois d'ailleurs sur ce plateau, par nos équipes sur place, ont constaté qu'il a été blessé, touché à l'œil. Vous avez des informations, a priori c'est un lanceur de balles de défense. Écoutez, a priori ça peut être effectivement l'usage d'un lanceur de balles de défense. Est-ce qu'on vous l'a confirmé ou c'est un a priori? Non, c'est un a priori, mais si vous voulez, on peut rien écarter. Donc si c'est le cas, une fois de plus, il y aura une... Alors par exemple, on le connaît, on sait qu'a priori c'est pas un fauteur de troubles, un casseur, il n'est pas à la confrontation nécessairement avec les forces de l'ordre, et pourtant il se retrouve blessé à l'œil. Écoutez, il était peut-être dans un mouvement de mécontentement, enfin de casse sur place, je ne sais pas, moi je vais pas... on va pas s'avancer, l'enquête je ne vais pas extrapoler là-dessus. La seule difficulté... On n'est pas là pour faire des suppositions non plus. La seule difficulté que l'on a, c'est que quand on utilise un matériel comme celui, une arme comme celle-là, c'est que vous pouvez toujours viser dans les règles de l'art telles que c'est prévu par les textes, le bas du corps, le buste, dans une manifestation particulièrement, et surtout celle des Gilets jaunes où ça bouge dans tous les sens et on a quand même particulièrement affaire à des personnes virulentes, eh bien vous visez le buste, la personne en espace d'une fraction de seconde. Mais c'est ça le problème aussi, cette arme, c'est qu'elle c'est difficile de viser avec... Vous savez, je vais vous dire précision. Une chose, le lanceur de balles de défense, on l'utilise à distance, normalement c'est pour tenir à distance des manifestants. Nous ne sommes pas dans ce contexte de maintien à distance, on est dans un contexte de maintien de l'ordre qui a été revu en cours de manifestation de Gilets jaunes mi-décembre pour faire du maintien de l'ordre de contact. Donc peut-être qu'il faut débattre sur l'usage... Pardonnez-moi, l'usage du flashball, il y a des distances à respecter toujours. Hein. Vous avez quand vous faites 3 à 10 mètres, c'est quand même du contact, excusez-moi. C'est quoi la distance réglementaire pour le lanceur de balles de défense? Alors, vous avez la distance de 20 à 50 mètres dans le cadre d'un maintien à distance, mais quand vous êtes dans le cadre d'une légitime défense, vous pouvez l'utiliser à quelques mètres. Et là, c'est extrêmement dangereux. Ça devient une arme létale à moins de 3 mètres. Écoutez, je ne sais pas si c'est une arme létale. À ma connaissance, il n'y a pas eu de personne décédée sur c'est une question. Défense. Quand j'étais juge d'instruction, j'ai instruit une affaire de ce type où une balle gomme-cogne avait traversé la poitrine à moins de 2 mètres. Et la personne était décédée. C'était pas un policier, c'était une rixe entre 2 personnes qui a utilisé ce type d'arme. Et la victime était décédée. À ce jour, ça reste une arme non étale. Et puis on va pas, comme les autres. Et on ne tire pas de conclusion à propos de ce qui est arrivé à Jérôme Rodriguez, puisqu'encore une fois, nos équipes l'ont vu à terre. Je suis également capable de vous dire qu'il était extrêmement touché à l'œil de façon assez grave. Mais pour ce qui est le contexte et la cause de cette blessure, on ne va rien officialiser. Vous attendez depuis un moment, Jean-Didier Berger, de vous exprimer. Je vous écoute. Non, mais pourquoi? Parce que c'est très important. Cette question, c'est une question idéologique. C'est celle qui essaie de comparer la violence policière et la violence des casseurs. Mais elles ne sont pas comparables. Parce que la violence policière, c'est la violence légitime. La République, la démocratie, c'est le monopole de la violence légitime par les forces de l'ordre, par le pouvoir démocratiquement choisi. Et donc on ne peut pas mettre l'un et l'autre sur le même plan. Et deuxièmement, ceux qui veulent aujourd'hui interdire les lanceurs de balles de défense, qui est une arme non létale, que dira-t-on demain des armes létales, des pistolets et des autres armes? On dira, si on a interdit une arme non létale, il faut évidemment interdire aussi les armes létales. Est-ce qu'on veut totalement désarmer nos forces de l'ordre? Et quand on voit la violence terrible, enfin, est-ce qu'on a oublié les images des forces de l'ordre autour de l'Arc de Triomphe se faire
complètement plus que malmené, se faire détruire par des gens qui lançaient des barrières. Est-ce qu'on a oublié les images de ce boxeur venant tabasser un CRS encore complètement hagard sous les coups de son agresseur? Donc face à cette violence, moi je viens défendre les forces de l'ordre parce que je trouve que heureusement qu'on est capable de leur donner des armes aussi non létales et létales pour pouvoir faire une riposte. Personne n'est là pour attaquer les forces de l'ordre sur ce plateau, qu'on soit bien d'accord, mais il y a des faits qui sont recensés. On peut légitimement se poser la question de l'utilisation de la violence dans certains cas précis par certaines forces de l'ordre, parce qu'on constate également qu'il y a des gens qui ont été blessés et qui ne sont pas forcément des groupes d'ultra-gauche, d'ultra-droite, de casseurs. Se questionner sur l'utilisation d'une arme, c'est une chose. Mais personne ne remet en cause le rôle des forces de l'ordre, bien évidemment. Bon, après, les enquêtes et la justice font leur travail. Bien sûr, tout à fait. On voit ces images, place de la République, où la foule se densifie. Avant de retourner place de la République, je voudrais qu'on refasse un dernier détour peut-être par la place de la Bastille pour voir si vraiment la dispersion est effective désormais, si la situation est totalement apaisée. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial place de la Bastille. Quelle est la situation donc? Merci. Eh bien, écoutez, désormais, il y a plus de forces de l'ordre que de manifestants. Vous voyez ces images en direct. Les forces de l'ordre sont en train de progresser pour évacuer entièrement la place de la Bastille. Vous voyez sur ces images toujours en direct au loin les fourgons de la gendarmerie mobile. La situation est calme pour l'instant, mais les axes sont toujours bloqués par les forces de l'ordre. Il y a à peine une vingtaine de minutes, un hélicoptère survolait toujours cette zone. Alors là, c'est un retour au calme, rien à voir avec la situation il y a près d'une heure où nous avons vu des échauffourées. On a vu aussi plusieurs interpellations. Il y a eu également des blessés. L'une des figures des Gilets jaunes, notamment Jérôme Rodriguez, il avait été blessé à l'œil ici dans le rassemblement. Il a pu être exfiltré. Vous le voyez désormais, il fait nuit ici, place de la Bastille, et les forces de l'ordre sont toujours présents pour quadriller la zone. Dans les rues parallèles, il est impossible de circuler. Restent les voies de sortie pour ceux qui veulent quitter la place de la Bastille. Nous avons vu beaucoup de manifestants rebrousser chemin depuis tout à l'heure, et puis d'autres ont rejoint le cortège place de la République. Vous le voyez, désormais la place est quasiment vide. Restent les forces de l'ordre. Ils vont rester ici pour quadriller la zone. Au loin, on voit juste derrière les forces de l'ordre, des ordres, la circulation commence à reprendre tout doucement. Les forces de l'ordre commencent à quitter la zone. Forcément, ils vont peut-être progresser du côté de la place de la République où tout se passe désormais. Merci beaucoup. On reste dans l'Est parisien, puisque vous le savez peut-être, pour ceux qui méconnaissent la capitale, les places de la Bastille et de la République sont assez proches. Dans l'Est parisien, ça aussi, ça change aussi peut-être par rapport au précédent rassemblement. On n'est plus sur la place de l'Étoile, l'Ouest parisien, les quartiers des ministères ou les Champs-Élysées. Nous sommes donc place de la République avec cette nuit jaune où se concentre désormais l'essentiel de la mobilisation dans la capitale. On est toujours en direct avec notre reporter. De minute en minute, il semble en tout cas sur vos images que la foule se densifie encore et encore. Ah oui, la foule se densifie, et puis je vous parlais tout à l'heure d'un rassemblement festif dans le règle de l'art des manifestations à la française. Pour reprendre vos termes, je peux vous dire que c'est officiellement terminé. On vient d'assister à un événement, une brigade de gendarmes mobiles complètement acculée par la foule qui a été contrainte de se replier en essuyant au passage évidemment de copieux jets de projectiles. Alors la population aussi a changé du côté de cette place de la République. On a vu affluer de plus en plus de jeunes, de plus en plus de militants antifascistes aussi reconnaissables, tant à leur tenue vestimentaire qu'à leur slogan, des chansons antifascistes historiques en italien. Ils se sont tranquillement regroupés avec sérénité, j'ai envie de dire, avant bien de lancer l'assaut sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui se sont retrouvées à un moment au milieu du boulevard du Temple, prises un petit peu entre deux feux, et qui là sont allées entre guillemets se réfugier évidemment pour préparer la riposte avec les autres brigades de gendarmerie
gendarmes mobiles qui sont sur le boulevard du Temple qui va donc en direction de Bastille. C'était l'intention des forces de l'ordre, c'était de couper toutes les jonctions possibles entre cette place de la Bastille et cette place de la République. Mais néanmoins, vous savez, Paris est immense, c'est quasiment impossible de réaliser une telle opération, et donc les éléments perturbateurs qui opéraient du côté de la place de la Bastille ont réussi à se faufiler, à se regrouper du côté de cette place de la République. Là, à l'heure où je vous parle, la tension semble être un petit peu retombée, mais on voit des militants très jeunes, très organisés, très peu de gilets jaunes finalement qui se sont regroupés au cri de Paris, Paris soulève-toi, et on sent que la population de cette place de la République a changé. On l'avait tous prédit, on le redoutait tous avec la tombée de la nuit et les suites des événements à Bastille. On craignait un peu pour la sérénité de ce rassemblement du côté de la place de la République. Pour l'instant, les forces de l'ordre ne veulent pas rentrer au milieu de cette place de la République pour disperser les manifestants. Pour l'instant, les forces de l'ordre décident de rester en retrait, mais on craint évidemment le pire si les forces de l'ordre décidaient de passer à l'action et de mettre un terme à ce qu'ils considéraient comme un trouble à l'ordre public. En tout cas, le côté festif du rassemblement ici, place de la République, est un petit peu atténué, et on lit un petit peu d'inquiétude sur les visages des gilets jaunes historiques qui étaient venus ici pour manifester pacifiquement. Merci beaucoup à notre envoyé sur place, donc place de la République. On reste très attentif à ce qui se passe dans l'est de Paris. J'en profite pour saluer Isabelle Floren qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, députée MoDem LREM de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir madame. Jean-François Amadieu, sociologue spécialiste des mouvements sociaux, est à vos côtés. Denis Jacob est toujours avec nous sur ce plateau, secrétaire général syndicat alternatif police CFDT. On accueille également Carl Olive, maire Les Républicains de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Merci à tous d'être sur le plateau. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on dise encore un mot peut-être avec Denis Jacob, parce que la situation, elle se tend sur la place de la République. Je ne vais pas trahir un off, mais pendant qu'on nous décrivait la situation sur place, vous avez fait une remarque qui est forcément très forte et qui fait sens. Il y a 4 ans, sur cette même place, les gens, ils venaient vous embrasser, me disiez-vous. Oui, complètement. Quand on a réglé les malheureux attentats qu'on a connus, sur lesquels on est intervenu, et je rappelle que la police a été aussi très lourdement touchée par ces attentats, la population sur la place de la République venait nous serrer dans ses bras, nous embrasser, et je ne peux pas croire que cette population qui est là ce soir, ce soit la même qu'il y a 4 ans, nous saluait et nous mettait en avant par rapport au très grand professionnalisme que l'on a fait preuve à l'occasion des attentats. On va quand même essayer de le dire, c'est une infime partie de la population sur cette place de la République qui fait la chasse aux forces de l'ordre. Mais heureusement, c'est pour ce que je vous dis, c'était ironique dans mon propos en disant que je n'osais pas croire que c'était la même population qui ne représente pas effectivement la grande majorité de cette population qu'on dit toujours silencieuse. Mais voilà, je constate que la place de la République aujourd'hui est livrée à des affrontements et j'espère bien évidemment, comme tout le monde, parce qu'avant d'être policier on est aussi des citoyens et qu'on peut avoir des membres de notre famille parmi les manifestants, on souhaite bien évidemment qu'il n'y ait aucun blessé. Mais maintenant, si on nous demande de dégager la place de la République parce qu'il faut la rendre à l'ensemble de nos concitoyens, eh bien mes collègues une fois de plus feront leur travail avec la plus grande abnégation. Cette nuit debout, j'allais dire, lapsus révélateur, cette nuit jaune qui est prévue de 17h à 22h, place de la République. On le rappelle, à l'initiative d'Éric Drouel, des figures de proue de ce mouvement des Gilets jaunes. Isabelle Floren, je rappelle que vous êtes députée de la majorité. 11e samedi consécutif de mobilisation. 10 jours après le lancement du grand débat, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des élus, des citoyens. Ça a été le cas d'Édouard Philippe hier. Ça semble ne pas forcément payer avec les gens qui restent mobilisés et en colère. Oui, je ne sais pas si ça va payer, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on voit de samedi en samedi, effectivement, les manifestations. Alors, on n'a pas, je ne crois pas encore les chiffres des manifestants sur la France, je ne les ai pas entendus. On avait 22 000 à la mi-journée contre 27 000 la semaine dernière, mais c'est un chiffre à mi-journée. Assez stable, on le voit bien, mais on voit aussi que sont rejoints... Selon le ministère de l'Intérieur, je précise. On rejoint les manifestants, un certain nombre de forces syndicales, et que globalement sur les manifestations calmes qu'il y a eu notamment à Paris aujourd'hui, il y a une structuration depuis quelques samedis qui existe et que je salue et qui est une bonne chose. On voit très clairement, j'ai regardé les images tout à l'heure, qu'à partir de 15h30, c'est plus les mêmes personnes.
et c'était très visible sur vos images, qu'on voit très clairement des casseurs investir la place de la Bastille. Enfin, je pense que monsieur peut me le dire. Et c'est plus la même chose. Et c'est ça qui m'inquiète, de voir de nouveau ces casseurs revenir, de voir que... Alors, la population ne change pas. Des casseurs s'invitent, mais la population pacifiste, elle reste présente et elle reste dans la rue. Pour certains, il n'y a pas un changement de décor complet non plus. On a vu qu'ils avaient répondu aux ordres, enfin, d'éparpillement. Moi, je ne sais pas, je regardais les images. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, la nuit jaune, sécuriser une manifestation nocturne dans ce climat, me semble quand même pas si simple pour les forces de l'ordre. C'est à toute l'évidence une première. Et c'est pas nuit debout, c'est nuit jaune. On est quand même dans un autre contexte. C'est pas le contexte n'est pas le même. Moi, je tiens à dire quand même que j'appartiens à la commission des lois de l'Assemblée nationale, qu'on a une loi qui arrive, qu'on appelle la loi anti-casseurs, et que le mouvement démocrate, avec toutes les garanties de liberté. Mais les Gilets jaunes, ils n'attendent pas forcément des lois anti-casseurs, madame, ils attendent des mesures concrètes. Mais les forces de l'ordre. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Moi, je me place effectivement dans l'écoute et dans la réponse politique qui doit être apportée notamment par le grand débat, mais aussi en soutien aux forces de l'ordre, parce que vous savez, les Français que je rencontre et que nous rencontrons, ils ont envie aussi que leur ville soit sécurisée. Carl Olive, maire de Poissy, les Républicains. Votre lecture des événements et peut-être une réponse à ce que vous venez d'entendre de la part d'Isabelle Florennes. D'abord, moi je suis scandalisé. Je ne peux pas me résoudre à voir ce que je vois aujourd'hui quand j'entends dire qu'il n'y a que, entre guillemets, 22 000 manifestants, que tout s'est à peu près bien passé. Mais on plaisante. On plaisante pour la 11e semaine consécutive. Mais la France est devenue une télé-réalité. Et puis on est au 11e épisode, bientôt 12e épisode de Koh-Lanta. Et ça dérange personne. On va taguer l'Arc de Triomphe, on va défoncer des CRS, on va défoncer des portes de ministère, on va banaliser tout cela. Moi, les images que je vois aujourd'hui d'Évreux, ça me scandalise. Voir des journalistes qui sont raccompagnés chez eux, insultés, ça me scandalise. On est où ? Et on est très en porte-à-faux, monsieur Pasquet, nous autres élus de terrain. Pourquoi ? Parce que moi, quand quelqu'un veut faire une manifestation, chez moi, c'est impitoyable. Nous, on applique les règles. Qu'est-ce que on ne les interprète pas. C'est une autorisation déposée à la préfecture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans nos collectivités, quelqu'un qui demain va vouloir aller occuper le domaine public sans autorisation, vous savez ce qu'il va nous faire ? Tous les week-ends, c'est possible. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Moi, j'ai une manifestation pacifiste aujourd'hui, mais vraiment pacifiste, avec une centaine de gilets jaunes. Et je vous rejoins, il faut entendre ces doléances totalement légitimes de ces personnes-là. Mais pour les encadrer, une centaine de forces de police municipales, une centaine, et avec la force de police nationale qui travaille main dans la main. Ça coûte 20 000 € supplémentaires sur le budget de fonctionnement de la ville de Poissy. Qui paye ? Les administrés. Et toute cette majorité silencieuse d'aujourd'hui, qu'on n'entend pas, mais qui en a ras-le-bol, c'est insupportable. Il y aura justement les foulards rouges demain qui défileront, et ce serait important de voir d'ailleurs en termes d'affluence, et ça pour la communication du gouvernement, ça peut être important et surveiller également. Donc, les foulards rouges seront-ils plus nombreux que les gilets jaunes ? C'est une question aussi. Il faut des droits et des devoirs. Moi, je suis très heureux d'entendre monsieur le Premier ministre, et tant mieux qu'on ait cette version-là, de mettre le droit de manifester au-dessus de tout. Ok. Mais en face, il faut qu'on ait des devoirs. Sinon, là, les forces de police, depuis bientôt 2 mois, elles ont été patientes. 11 semaines, non, plus de 2 mois. Pardonnez-moi, 11 semaines. Elles ont été patientes. Elles ne bougent pas une oreille. Franchement, elles ne bougent pas une oreille. Et ils sont au bout du rouleau. Et derrière, il y a 28 millions d'heures supplémentaires à payer. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Moi, franchement, je suis scandalisé. Et à un moment donné, il va falloir que, y compris ces manifestations-là, il faut qu'on y mette un terme. Parce que là, j'entends beaucoup parler sur toutes les chaînes aujourd'hui. Pas un mot sur les commerçants, pas un mot sur le développement économique, ce qui fait marcher notre pays. Et puis l'image que nous avons à l'extérieur de notre beau pays. Vous vous rendez compte ? Quelle saleté. Moi, j'ai mal pour ma France. Oui, pardon. Jean-François Amadieu, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. On a bien entendu le cri de colère de Carl Olive. Oui, j'entends le coup de colère. Je comprends évidemment une partie de vos arguments, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la solution que vous proposez pour qu'il n'y ait plus ces manifestations-là. Je ne comprends pas très bien ce que vous avez en tête. Écoutez, moi je pense en contestant le droit de manifester, parce que vous avez dit que le Premier ministre était trop... laxiste à cet égard. Non, j'ai pas dit ça, monsieur. C'est pas l'expression que j'ai employée. J'ai dit que je saluais le fait qu'ils mettent le droit de manifester au-dessus de tout. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'effectivement cette loi, dont on a déjà l'arsenal, c'est ce que je viens de dire. dont on a déjà
Je suis complètement d'accord. C'est dommage que... Alors, j'entends bien que les députés MoDem soient effectivement pour. C'est dommage de se cacher derrière son petit doigt, de jouer les vierges effarouchées. Par moments, c'est le sentiment qu'on a, pas vous, hein, mais que cette loi-là, elle existe. Allons-y, de certains, bien évidemment. Allons-y. On l'a connu dans le football. Absolument. Je viens du sport. On l'a connu dans le football. On a réglé le problème des hooligans, notamment au niveau du Paris Saint-Germain. Ça a été radical. Là, on a des attaques qui sont radicales. Alors, il faut une réponse radicale. Oui, mais cette réponse radicale, elle concerne encore une fois une infime partie des gens qui sont dans la rue. Et que vous répondiez avec une loi anti-casseurs ou pas, j'ai envie de dire qu'il y aura toujours des milliers de personnes dans les rues tant que l'exécutif, le président de la République, n'apportera pas une réponse concrète. Parce que, comme vous l'avez très bien rappelé, il y a une obligation qui pèse malheureusement, comme vous l'avez dit, sur les collectivités locales de sécurisation de défilés ou de manifestations qui, par ailleurs, peuvent être autorisées et déclarées à la préfecture. Donc là, si vous avez des gens qui n'ont pas été fichés parce que ce ne sont pas des casseurs, du coup, les manifestations peuvent continuer avec cela. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, la solution, en effet, du filtrage et des fichiers anti-casseurs sur le modèle des stades de football, elle ne peut pas permettre de résoudre totalement... pas totalement, mais à un moment donné, on peut faire on peut faire un pas qui soit significatif et qui va certainement enfin faire comprendre à cette grande majorité silencieuse de nos Français que, effectivement, là où eux ont beaucoup de devoirs... Il y a 60% des gens qui ont une opinion favorable sur le mouvement des Gilets jaunes. Certainement pas sur les casseurs, monsieur Pascal. Non, et là, ce que dit monsieur Olive, et je le rejoins, il y a aussi toute une partie des Français qui expriment un désir d'ordre public et d'ordre. Et c'est ça aussi la réponse. Il y a deux réponses à apporter. C'est simple, le gouvernement, c'est compliqué dans les solutions. Mais je dis, il y a deux réponses. Il y a une réponse, effectivement, on le voit week-end après week-end, d'ordre public. Et c'est pour ça que je suis quand même dubitatif, si vous voulez, sur la manifestation de demain des foulards rouges. Hein, moi, c'est mon opinion, mais je pense qu'il faut apaiser plutôt que d'opposer. Ça a toujours été notre philosophie, en tout cas au mouvement démocrate, et de trouver des solutions d'apaisement. C'est pas en montant les Français les uns contre les autres. En tout cas, là, il y a une solution un peu d'urgence, pourtant en train de se passer, d'ordre public, oui, qu'il faut régler. Et cette loi en fait partie et donnera la possibilité effectivement d'intervenir plus rapidement avec un arsenal juridique qui existe mais qui n'est pas forcément utilisé. Et d'autre part, il y a une réponse politique à apporter. Et on est bien d'accord. Le grand débat, c'est intéressant. On voit bien que les Français se mobilisent au fur et à mesure. Mais je pense que c'est un petit peu long et qu'il faudra peut-être apporter des réponses plus rapidement que dans les 3 mois qui viennent. On comptait tout à l'heure, je donne tout de suite la parole à Denis Jacob qui la réclame depuis un moment, mais on comptait tout à l'heure avec Georges Fenech qui vous a précédé sur ce plateau, avant le 15 mars qui est donc censé être la fin de ce débat. Il y a quand même 7 samedis, il reste 7 samedis, donc on va aller jusqu'à 18e samedi de suite de mobilisation. Ça risque de faire beaucoup quand même. Si c'est pas plus. Denis Jacob qui voulait intervenir. Aux différentes interventions parce qu'effectivement, j'ai personnellement participé à la table ronde organisée par Alice Toureau sur le projet de loi anti-casseurs qui a été notamment proposé par des sénateurs. Comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas l'affrontement. On ne cherche pas la confrontation et tout ce qui pourra nous permettre de travailler en amont pour éviter tous ces casseurs, on le fera bien évidemment. Et pour rejoindre ce que disait également monsieur Olive, c'est qu'effectivement on est sur des manifestations depuis maintenant 2 mois et demi, qu'on a fait un travail exemplaire, en tous les cas mes collègues, parce que moi je ne suis plus sur le terrain, mais mes collègues ont fait un travail exemplaire. Je rappelle quand même que si on était dans un autre pays, nous aurions eu déjà des morts. Alors je veux pas avoir un ton particulièrement grave. Après, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que... Certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de donner cette image du policier qui est forcément là pour donner des coups de matraque. Et ce qui se passe à République en ce moment va nous amener une fois de plus à intervenir, puisque je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'il y a eu des jets de mortier place de la République. Donc si ça... De la part de casseurs. De la part d'individus, je ne sais pas, de personnes mal intentionnées en tout cas. Donc si ça commence comme ça et que ça monte crescendo, eh bien on va recevoir l'ordre, parce que je me répète, on n'intervient pas en maintien de l'ordre sur initiative, on va recevoir l'ordre des autorités pour procéder aux dispersions. Alors que selon la préfecture de police de Paris, on est à 52 interpellations désormais à Paris. Jean-François Amadieu, parlons de cette nuit jaune, parce qu'on l'a évoqué, ce nouveau type de rassemblement à l'initiative d'Éric
Drouet. Il est risqué. Alors certains disaient tout à l'heure en plateau qu'il était irresponsable parce que la nuit, pour reprendre l'expression tout à l'heure de Denis Jacob, c'est vrai, tous les chats sont gris, les risques sont plus grands et les débordements peuvent vite arriver, sachant que les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre depuis 4-5 heures du matin ce matin, hein, Denis Jacob. À la première heure depuis ce matin, ils sont en place pour assurer la sécurisation. Bien sûr, mais il y a des leaders gilets jaunes, je crois que c'est Maxime Nicole, il me semble qu'il avait dit, qui ont considéré que l'idée n'était pas juste de faire nuit debout, mais aussi de miser sur le fait que justement les forces de l'ordre ont peut-être... C'est la stratégie de l'épuisement. Sont un peu fatigués, voilà, c'est de l'épuisement. Voilà, et la provocation, alors d'ailleurs, Éric Drouet qui était interviewé sur Arte au sujet d'un de ses amis, Rodriguez, qui a été blessé. Jérôme Rodriguez qui a été blessé à l'œil, ouais. Et donc Éric Drouet a déclaré que là, il fallait déclarer un état d'urgence, je reprends ces termes, et il considérait que du coup, ça justifiait une mobilisation supplémentaire. Alors, je rappelle que dans les mouvements sociaux, il est classique que lorsque vous avez des blessés, parfois malheureusement ça peut être des morts, etc., ça conduit souvent à une remobilisation et ça a des effets souvent sur le devenir des mouvements. Et donc effectivement, Éric Drouet... C'est un cercle vicieux finalement, parce qu'on est dans une escalade permanente. Et c'est pour ça que c'est classique, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics, souvent, il faut le savoir, les forces de l'ordre ont des consignes bien sûr pour éviter que ça se produise, parce que à chaque fois que ça se produit, c'est évidemment politiquement toujours très compliqué, et ça peut conduire à des effets un peu ennuyeux. Et donc là, je note que effectivement la nuit, a fortiori, avec ces nouvelles modalités, ça peut conduire en effet d'autant plus facilement à des blessés ou plus. Donc c'est vrai que c'est le problème. Je dois dire que là, cette nouvelle modalité, c'est quand même une découverte. On va de découverte en découverte dans ce mouvement. Déjà, ça durait des semaines et c'est pas fini. Et ça peut s'ancrer dans la durée. Le fait que les solutions sont très difficiles, car même avec une loi anti-casseurs, c'est compliqué. Du coup, on se retrouve avec de plus, semaine après semaine, je le rappelle, effectivement des conséquences économiques et diverses, mais surtout une visibilité, une médiatisation. C'est pas un reproche pour les médias. Ils font leur travail, mais c'est ce qui, de nos jours, fait la relative efficacité d'un mouvement. C'est le fait qu'effectivement, vous parvenez à le faire connaître, à le médiatiser, et ça a fonctionné. Du coup, ça n'a pas de raison de s'arrêter, quand bien même il y a peu de monde. La question du monde, je dirais, est relativement anecdotique. 22, 30, 40, ça n'a guère d'importance. C'est pas sur ça que ça se joue. Voilà. Alors la nuit, écoutez, on verra. Il y a aussi Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de Bordeaux, puisque c'est Maxime Nicole qui a appelé à une nuit jaune à Bordeaux. Et on sait qu'à Bordeaux, c'est traditionnellement compliqué. Vous savez qu'on a déjà failli avoir une nuit. C'était Nicole, d'ailleurs, je crois qu'il avait souhaité à Toulouse la semaine dernière. Finalement, il ne s'est rien passé à Toulouse. Mais effectivement, s'il y a des nuits... Il y avait 10 000 personnes la journée à Toulouse. C'est la ville de France où il y avait le plus grand. Il ne s'est rien passé la nuit. Mais il ne s'est rien passé dans la nuit. Parce que les 10 000, si vous aviez eu la nuit aussi, c'était pas pareil. Bien sûr. Donc on verra. Mais effectivement, on s'attend à ce que ça puisse être compliqué. On poursuit la conversation. Carl Olive, je donne la parole dans une seconde. On va juste reprendre encore la direction de la place de la République avec notre envoyé spécial. On fait des points réguliers avec vous pour savoir l'étendue de la mobilisation. La foule se densifie-t-elle? La tension est-elle palpable ou non? Faites-nous le point sur la situation qui est 18h30.